Bonjour. Dans le cadre du chapitre 4, méthode d'étude et d'analyse par diffraction des rayons X, nous avons vu la première méthode qui est la méthode des poudres. Et dans cette méthode des poudres, nous avons vu la méthode du compteur qu'on appelle également diffractomètre ou méthode de Bragg-Brentano. Dans cette méthode, nous avons vu que lorsqu'on envoie un faisceau de rayons X sur de la poudre qui constitue une surface que l'on a un peu tassée, donc, chaque famille de plans réticulaires va diffracter dans une direction donnée. Et il suffit de placer un détecteur. Ce détecteur va capter ou détecter chaque intensité qui est diffractée. Et ça nous donne donc des spectres de ce genre avec des raies caractérisées par une intensité I et un angle de diffraction θ. Et chaque raie correspond à un plan HKL. Là, sur cette image, nous avons un tube de rayons X, un détecteur qui permet d'effectuer un mouvement de rotation autour de ce cercle goniométrique, un échantillon qui d'une part est animé d'un mouvement de rotation autour de lui-même, mais dont la plateforme peut également être animée d'un mouvement circulaire autour de ce même axe goniométrique. Le tube de rayon X peut lui-même faire des rotations autour de ce cercle goniométrique. On avait dit qu'il y avait deux configurations possibles. La configuration θ, où cette fois-ci l'échantillon est fixe et le tube et le détecteur tournent tous les deux avec la même vitesse angulaire, de manière à ce qu'il y ait à chaque fois le même angle θ entre le tube et l'échantillon et entre le détecteur et l'échantillon. Et on va chercher donc, le détecteur va avancer, le tube pareil, pour chercher les faisceaux diffractés. Il y a également la configuration θ, où cette fois-ci le tube est fixe, mais l'échantillon tourne avec une vitesse angulaire oméga, et le détecteur tourne avec une vitesse angulaire de oméga. Et ça permet toujours, bien entendu, de manière à ce qu'on puisse à chaque fois détecter les faisceaux diffractés. C'est cette configuration qui est la plus généralement adoptée, donc la configuration θ, pour une raison toute simple, c'est pour des raisons de sécurité. Il est préférable d'avoir le tube de rayons X fixe pour éviter les fuites de radiation. Alors pourquoi on dit θ? On sait que lorsque la relation de Bragg est vérifiée pour un plan HKL avec un angle θ, le faisceau diffracté fait le même angle θ avec ce plan HKL. Mais ce faisceau diffracté, il fait un angle de θ avec le faisceau incident. C'est pour ça qu'on dit θ de θ. Et on a des spectres de ce genre avec des caractéristiques des plans HKL donnés et caractérisés par l'angle θ et l'intensité I. Voyons voir maintenant la deuxième méthode qu'on appelle méthode de Debye-Scherrer ou chambre de Debye-Scherrer. Alors cette méthode utilise comme détecteur un film photographique ou une pellicule photographique. Alors cette pellicule photographique va être enroulée autour d'une chambre, à l'intérieur de la chambre, dans laquelle on va placer l'échantillon, sera placé dans un tube en verre qu'on appelle capillaire ou tube de Lindemann. Donc on va avoir un volume d'échantillon et il va tourner sur lui-même. Les rayons X arrivent à l'aide d'un collimateur et ils sont bloqués à la sortie par un puits, par quelque chose qui va absorber les rayons X pour éviter de contaminer l'extérieur. Alors cette chambre, on va la voir sur cette photo, donc c'est une chambre de ce genre, avec l'échantillon qui va être placé au bout de cette tige et qui va tourner sur lui-même. Les rayons X arrivent à l'aide de ce puits creux et en traversant l'échantillon, ils vont être diffractés donc sur les films qui recouvrent la paroi de la chambre, et les rayons X qui traversent seront bloqués
par un autre puits, ce qu'on appelle un puits, donc, qui contient du plomb qui va absorber les rayons X. Et comme on utilise un film photographique, il ne faut pas que ce film voie la lumière. C'est pour ça qu'on pose un couvercle pour fermer le film. Alors toute l'opération, placer l'échantillon, placer le film photographique, fermer la chambre, etc., doivent se faire dans une chambre noire, c'est-à-dire une chambre dans laquelle l'intensité lumineuse est minimale. On met généralement une petite lumière rouge, tout simplement pour qu'il n'y ait pas de faisceau lumineux qui entre et qui va endommager, surtout noircir le film. Comme ça, le film pourra être exploitable par la suite. Donc on voit ici la même chambre. Les faisceaux vont être diffractés dans toutes les directions et ces faisceaux vont rencontrer les films qui tapissent l'intérieur de la chambre. Alors, dans le cas du compteur, on avait l'échantillon est formé une surface. Dans le cas de cette méthode de Debye-Scherrer, l'échantillon est dans un tube de Lindblad. Donc on a un volume d'échantillon. Et lorsque les rayons X arrivent sur ce volume d'échantillon, il n'y a pas un seul plan d'une famille qui va diffracter, mais tous les cristallites orientés de la même manière ou qui vont vérifier la relation de Bragg vont diffracter. Et on obtient pour une famille de plans réticulaires non plus un faisceau diffracté, mais ce qu'on appelle un cône de diffraction. Avec le sommet, c'est l'échantillon, et le demi-angle au sommet, c'est 2θ1. Donc la radiation arrive, elle fait un angle θ avec le plan HKL, il est diffracté avec un plan avec un angle 2θ avec ce faisceau diffracté, mais l'ensemble, comme j'ai un ensemble de cristallites, eh bien je vais avoir un cône de diffraction. Même chose pour une autre famille D2, une troisième famille, etc., etc. Là on voit le plan vert va diffracter, donc va nous donner un cône de diffraction dans une certaine direction, le plan bleu dans une autre direction, etc., etc. Et tous ces faisceaux diffractés vont aller vers le film. Comment va être l'intersection de ces cônes de diffraction avec le film qui entoure l'intérieur de la chambre? Eh bien, chaque cône de diffraction va donner son empreinte sur le film. Si on va avoir soit des cercles, soit des arcs de cercle. Et chaque cercle correspond au faisceau diffracté par une famille de plans réticulaires, et chaque système de raies ou d'arcs de cercle symétriques correspond à un cône de diffraction. Et j'ai autant de faisceaux diffractés que j'ai ici de cônes ou de cercles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, si on veut faire la comparaison avec la méthode du compteur, eh bien, dans le cas de la méthode du compteur, on a des raies, mais dans le cas de la méthode de Debye-Scherrer, on a des cercles ou des arcs de cercle. Et donc, chaque raie correspond à un cercle ou à un arc de cercle. Et le cercle est d'autant plus petit que l'angle θ est petit. Donc pour les faibles θ, on va avoir des cercles, plus θ va augmenter, plus on va avoir des arcs de cercle en fonction de de la largeur du film. Le seul problème de cette méthode de Debye-Scherrer, c'est que les intensités diffractées ne sont pas très intenses, et donc il faut un certain temps pour pouvoir les voir sur les films. Il est donc nécessaire d'exposer le film pendant plusieurs heures, alors que pour la méthode du compteur, on fait une mesure en 30, 35 minutes, 40 minutes au maximum. Là, il faut des fois quelques heures pour avoir un spectre exploitable. Une fois qu'on a fait l'expérience, eh bien, il faut développer le film, c'est-à-dire lui faire subir le traitement de manière à fixer les
les intensités fixées, l'image, et on a donc un spectre de ce genre, avec une partie qui est claire, c'est ce qu'on appelle le spectre direct ou les anneaux directs, et une partie qui est un peu plus sombre, c'est ce qu'on appelle le spectre en retour ou les anneaux en retour. De manière générale, pour les angles de θ inférieur à pi sur 2, les anneaux ont leur concavité vers le centre du diagramme. C'est ce qu'on appelle le spectre direct. Pour les angles de 2θ supérieur à pi sur 2, on a les anneaux dans l'autre sens, c'est le spectre en retour. Et pour des angles de diffraction 2θ égale à pi sur 2, bon, ce qui n'est pas toujours, ça n'existe pas toujours, les coins de diffraction, en fait, ce sont des plans, et on obtient sur les films une raie rectiligne. Alors, comment faire l'association maintenant entre ces arcs de cercle ou ces cercles et l'angle de diffraction θ? Nous voyons que l'intersection du cercle avec les fils va nous donner donc, les arcs de cercle. Et on voit que le faisceau fait un angle θ avec le plan, il est diffracté en faisant un angle de θ avec ce même plan, avec le faisceau incident, et on a globalement un angle de 4θ. Le cône de diffraction fait un demi-angle au sommet de 2θ et donc un angle au sommet de 4θ. Et la distance de 2L sera dans ce cas égale 2L égale à 4R 4θi fois R, où R est le rayon de la chambre. Donc grand L égale 2L, bon ça dépend des auteurs, il y en a qui la notent grand L, d'autres qui la notent 2L, est égal à 4R θ, où L et R sont exprimés en millimètres et θ est exprimé en radians. Mais comme vous le savez, dans la relation de Bragg, on a besoin des angles θ en degrés, eh bien, on convertit ces degrés ces radians en degrés, sachant que 360 degrés correspond à 2π, et donc θ degrés correspond à θ radian, et en remplaçant, on trouve donc une expression θi en degrés égale à Li sur 2R, que multiplie 180 sur pi, et la valeur est en degrés. Et ça nous permet donc de calculer θ à l'aide de la mesure de la distance de Z entre deux arcs de cercle symétriques. Alors une fois qu'on a calculé les angles θ à l'aide de la relation de Z, eh bien on retombe dans le même cas que dans la méthode du compteur, c'est-à-dire on va pouvoir utiliser la relation de Bragg pour calculer les distances réticulaires des deux HKL, et on va également pouvoir calculer les paramètres A, B, C, etc., puisque la distance réticulaire est une fonction des paramètres. Toutefois, les mesures des intensités, l'intensité de raie de diffraction, on pourrait l'exploiter, mais quand il s'agit de poudre, l'intensité qui est diffractée, elle est relativement faible. On préfère pour cela avoir un monocristal. Et c'est ce qu'on appelle, pour cela, c'est ce qu'on appelle la méthode du monocristal. Alors pour cette méthode du monocristal, on va utiliser tout simplement un monocristal qui ne soit pas trop petit pour qu'on puisse facilement le coller et le manipuler, et qui ne soit pas trop gros non plus pour qu'il n'absorbe pas beaucoup de rayons X et que le coefficient d'absorption soit petit pour qu'on puisse le corriger facilement et qu'il n'altère pas les valeurs de l'intensité. Et nous avons ici trois formes de monocristal. Nous avons vu au début de ce chapitre que pour un monocristal, bon, j'avais pris un monocristal de symétrie cubique, bon, supposons que ces mailles ne sont pas cubiques par exemple, nous avions dit que le faisceau diffracté par ce plan-là, donc si la relation de Bragg est vérifiée pour cet angle θ1, donc il va être diffracté dans cette direction-là. Ce plan, c'est le plan 0,01, parce qu'il coupe perpendiculaire à l'axe Z. Donc ce faisceau diffracté, eh bien, on sait également que ce plan-là, il est équivalent à ce plan, équivalent à celui-ci, etc. Donc chaque maille a le même plan 0,01. Et nous allons mesurer
la somme de tous ces faisceaux 001 et non pas un seul faisceau 001. Et donc l'intensité qui est mesurée, c'est I de HKL fois N. N étant le nombre de mailles dans le cristal. Chaque maille va diffracter dans la même direction. Et nous allons mesurer la résultante qui est I de HKL fois N. Et comment calculer N? Eh bien, il suffit de connaître le volume du cristal et de le multiplier par le volume de la maille. Et on a à ce moment-là le nombre de mailles. Même chose si je prends un autre cristal, un autre plan, pareil, l'intensité que je vais mesurer, c'est l'intensité de ce plan, du plan équivalent de la maille voisine, de la maille qui est en bas, etc., etc. Donc, je vais mesurer, là encore, N intensités. C'est pour cette raison que si je veux l'intensité de plan 1, 0, 0, ben je dois connaître le nombre de mailles. Même chose pour la 1, 1, 0, 1, 1, 1, etc., etc. Alors pour cette méthode de monocristal, on distingue plusieurs techniques ou plusieurs méthodes selon que le cristal est en mouvement ou est-ce qu'il est immobile. Alors la méthode de Loewe qui utilise un film et qui utilise un rayonnement polychromatique, donc elle permet de déterminer les symétries. Alors on avait vu que les éléments de symétrie permettent d'introduire des équivalences entre atomes et donc d'introduire des extinctions secondaires, donc des raies qui vont être absentes. La méthode du cristal tournante et de Weissenberg, toutes les deux utilisent des films. L'une permet de déterminer les paramètres de maille et l'autre permet de déterminer le groupe d'espace, c'est-à-dire à partir des éléments de symétrie et des extinctions que l'on retrouve à l'aide de cette méthode, on va pouvoir trouver tous les éléments de symétrie et donc le groupe ponctuel de symétrie et par conséquent le groupe d'espace. Et la méthode la plus récente, qui date quand même de 40 ou 50 ans, c'est la méthode diffractomètre automatique, qui utilise un détecteur et qui permet de mesurer les intensités diffractées. Et toutes les données que l'on peut récolter à partir de ces mesures vont nous permettre de déterminer la géométrie du réseau réciproque, les extinctions et donc les éléments de symétrie. Alors la première méthode, c'est la méthode du cristal tournant. Donc le cristal est collé donc, sur une tige, donc il va tourner dans un domaine angulaire autour de lui-même. Là, la chambre est tapissée avec un film à l'intérieur. La chambre est fermée, bien entendu, pour qu'il n'y ait pas de lumière qui rentre. Et les faisceaux qui sont diffractés par les plans HKL vont donner sur le film des points. Et ça nous permet donc cette méthode de déterminer le paramètre du cristal autour duquel il tourne. Ensuite, on peut décoller le cristal, le coller dans une autre direction perpendiculaire. Ça permet de déterminer le deuxième paramètre et ainsi de suite. On peut également déterminer, le cristal est collé donc comme j'ai dit, sur une tête goniométrique, donc il va tourner sur lui-même. Les rayons X arrivent à l'aide d'un collimateur et ils sont bloqués à la sortie à l'aide d'un puits qui va absorber les rayons X. Et la chambre, elle est fermée. Voilà. Là, on voit un cristal qui est collé au bout d'une tige. La tige elle-même est collée sur ce qu'on appelle une tête goniométrique. Cette tête goniométrique permet de centrer le cristal. Il faut qu'il puisse tourner sur lui-même. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, pour arriver à le faire tourner sur lui-même, la tête qu'on appelle goniométrique, elle permet de faire des rotations dans ce sens, donc de droite à gauche, vers l'avant et vers l'arrière, de haut en bas, en plus de la rotation de l'échantillon sur lui-même. Et donc ça permet de centrer n'importe quel monocristal. La deuxième méthode, c'est la méthode de Weissenberg, qui utilise également des films. Alors cette fois-ci, une fois qu'on connaît le paramètre, on va tourner le paramètre, le cristal va tourner sur lui-même et la chambre va effectuer un mouvement de va-et-vient
de part et d'autre du cristal. Et ça permet de déterminer, cette fois-ci, non pas les paramètres, mais les rangées et d'indexer ces rangées, c'est-à-dire la rangée 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, etc., etc. Et ça permet de déterminer par la suite quels sont les plans HKL qui sont absents. Une fois qu'on a indexé tous ces points, c'est-à-dire attribué les indices HKL pour tous ces points, c'est-à-dire pour tous ces plans HKL, une fois qu'on les aura indexés, on pourra trouver quels sont les plans qui sont absents et donc déterminer le mode de réseau, mais également, on peut également déterminer certains éléments de symétrie. La troisième méthode, c'est la méthode de Loé qui permet, à l'aide d'un faisceau polychromatique et d'un monocristal, donc, de déterminer les éléments de symétrie du cristal. Alors, ces méthodes ont été utilisées jusqu'aux années 80, moitié des années 80, et elles ont été abandonnées parce qu'elles sont lourdes, prennent beaucoup de temps. Et la méthode qui est la plus utilisée depuis les années 80, c'est la méthode du diffractomètre 4 cercles. Alors le monocristal est placé sur une tête goniométrique qui permet de tourner sur lui-même. Et l'appareil, le diffractomètre, est animé de 4 mouvements, de 4 degrés de liberté. Donc de droite à gauche, de haut en bas, vers l'avant, vers l'arrière, etc. Donc 4 degrés de liberté, et on a donc des détecteurs qui sont généralement actuellement, avant c'était des détecteurs à scintillation comme les chambres de débat de Gégère Muller, des chambres de réalisation, mais là on a des détecteurs plus sophistiqués qui sont des caméras CDD, pas ICDD mais CDD. Et le cristal est monté sur la tête goniométrique. On le voit sur cette figure, donc avec un détecteur qui est la caméra CCD, on a une platine qui tourne dans ce sens, la source de rayons qui tourne également, cette platine peut tourner également dans d'autres sens, en tout cas il y a 4 degrés de liberté. Encore un schéma où on voit l'arrivée, le collimateur qui va, par où vont arriver les rayons X sur le cristal, qui est centré. Là on a une caméra CCD qui va absorber, qui va détecter qui est très sensible aux rayons X, qui va détecter les faisceaux diffractés. Et là, nous avons un puits qui va bloquer les rayons transmis pour ne pas endommager la caméra. On peut même faire des études à haute température et à basse température en soufflant de l'air chaud ou de l'air froid à l'aide de cette tige. Et ça permet entre autres de déterminer les variations allotropiques, les changements de structure en fonction de la température. Là, on voit mieux, donc on voit la caméra CDD et un opérateur en train de régler, de centrer le cristal. Alors, comment on réalise cette étude? Eh bien, à l'aide du diffractomètre, on va d'abord mesurer 25 faisceaux diffractés qui ont une intensité importante. Donc, le diffractomètre va tourner dans toutes les directions, et une fois qu'il a détecté une diffraction avec une intensité importante, il va la mesurer. Et avec ces faisceaux, ces 25 intensités, à l'aide de logiciels de calcul, ces logiciels vont permettre de déterminer les paramètres de maille. Et pas seulement les paramètres de maille, mais également la matrice d'orientation du cristal. C'est-à-dire, on va savoir que ce cristal, comment est orienté le cristal. Et c'est-à-dire, tout simplement, savoir où se trouve le plan. Par exemple, 1, 0, 0, le plan 1, 2, 3, le plan moins 1, 2, 3, le plan moins 3, 4, 2, etc., etc. Et ça va permettre, ces données vont permettre, grâce au degré de liberté dont de l'appareil, donc il peut tourner, donc on peut aller chercher n'importe quel plan. Donc ça va permettre, et au logiciel de commande qui commande l'appareil, ça va permettre d'aller chercher directement l'intensité diffractée par un plan HKL donné. C'est-à-dire directement, on sait que le plan 1, 1, 1 se trouve ici, donc on va aller chercher la diffraction par ce plan 1, 1, 1. Et
au total, on va déterminer toutes les raies de diffraction possibles sur ce monocristal en délimitant bien sûr les zones de mesure. Alors à l'aide de ces mesures d'intensité, l'exploitation de ces intensités et ensuite que l'on va corriger ensuite par l'absorption, par les facteurs de Lorentz, polarisation, etc., on va avoir une intensité, on va avoir accès directement aux facteurs de structure. Mais auparavant, on va avoir directement accès aux densités électroniques, parce que ces intensités sont reliées aux densités électroniques des atomes. Et on va avoir une carte de densité électronique, à partir de laquelle, grâce à des logiciels adéquats, on va pouvoir déterminer les positions des atomes dans toute la maille. C'est-à-dire tout simplement faire ce qu'on appelle de la détermination structurale. Et ça nous permet donc, à l'aide de ce diffractomètre, à l'aide de cette résolution structurale, de passer du macroscopique qui est le monocristal au microscopique qui est la maille élémentaire. Ces études, donc cette technique ou cette méthode a permis entre autres de déterminer la structure de l'ADN, ce qui a été un pas immense dans la science, ce qui a permis de déterminer la séquence de l'ADN, et avec toutes les retombées que ça a eu par la suite, etc. Ça a permis de déterminer toutes les structures que l'on connaît jusqu'à présent, NaCl, KCl, spinel, perovskite, rutile, etc. Il y a une banque de données de structures avec des millions de structures qui ont toutes été déterminées par ces méthodes de résolution structurale. Un exemple, ici, c'est la structure d'une argile où on voit donc des couches de silicium et d'aluminium avec des tétraèdres de silicium et des octaèdres d'aluminium avec des molécules d'eau entre les deux. Alors, à quoi ça sert ces structures cristallographiques? En plus de l'intérêt scientifique, eh bien, elles ont un intérêt très important parce qu'elles permettent, une fois que l'on connaît les structures, on peut savoir à quoi est due telle ou telle propriété. On peut savoir pourquoi telle propriété est conducteur, supraconducteur, magnétique, pourquoi il a tel comportement, pourquoi il est résistant. Donc grâce aux structures cristallographiques, on peut comprendre le comportement des molécules. Et en plus de ça, on peut même prévoir ou chercher d'autres propriétés. Par exemple, si je prends cette structure, par exemple, on verra qu'elle contient des cavités qui sont vides. Eh bien, des chercheurs curieux vont essayer de mettre dans ces cavités des cations, des molécules, etc., qui vont changer ces propriétés, la propriété de la molécule mère, et qui vont permettre d'obtenir de nouvelles molécules qui ont de nouvelles propriétés, des propriétés peut-être beaucoup plus intéressantes. Et c'est ce qui fait avancer la science, c'est ce qui fait avancer les découvertes, et c'est ce qui a permis donc d'avoir ces découvertes que l'on utilise en médecine et généralement dans le confort, en électronique, etc., etc. C'est grâce aux structures cristallographiques que l'on peut prévoir et même aller chercher des propriétés nouvelles. Voilà, j'espère qu'avec ça, vous aurez bien compris la méthode de diffraction, à quoi elle sert et comment on peut exploiter donc cette méthode et analyser les données de diffraction des rayons X. Je vous remercie pour votre attention.